Bon, salut à tous ceux et celles qui passeront par là. Je refais cette vidéo de suggestion de livres que j'avais pas du tout l'intention de faire parce que j'avais principalement créé la chaîne pour, comme je l'avais dit la fois dernière, les partenaires avec qui il m'arrive souvent de travailler et dont je sais qu'ils ont tout un panel en fait de mails, toute une liste de mails de familles où les enfants, etc., se montrent intéressés, les parents aussi sont intéressés par l'idée de familiariser leurs enfants à la lecture, potentiellement aussi à la lecture musicale ou à la musique et potentiellement avec la lecture, etc. Et donc j'ai privilégié la lecture, j'ai privilégié les audios. À l'heure où je vous parle, c'est une journée où je m'apprête en fait à importer 3 vidéos, dont celle-ci, avec un audio supplémentaire, cette fois-ci de Cendrillon, traduction et choix par Marthe Robert à nouveau, et aussi une lecture musicale sur l'orage et les mouvements dans les classes d'école. Voilà, donc on est reparti aussi parce que finalement la suggestion de lecture est, étonnamment ou non, peut-être à vous de me dire, la vidéo qui a le plus généré en fait de réactions. Il y a des gens même qui sont allés jusqu'à m'appeler pour m'en parler en me disant que ça faisait office avant toute chose pour eux de compagnie. Bon, évidemment, c'est très agréable à entendre, hein, ce genre de choses. Il y a aussi l'idée que ça les a sans cesse, enfin pour certains, certaines, c'est principalement des femmes d'ailleurs qui m'ont dit ça, que ça les a à chaque fois rappelés à cet état possible que générait chez eux la lecture. Et ça m'a beaucoup plu d'entendre ça parce que moi je crois vraiment que je ne lis que pour ça. Voilà. Alors, donc on est reparti pour ce format. La fois dernière j'ai pensé qu'il était long, certains m'ont dit qu'il était trop court. Bon. Merci en tout cas hein, des messages que vous m'avez étonnamment essentiellement envoyés par Facebook. Voilà, aussi des personnes qui m'ont soutenue dans ce projet qui m'a, il faut le dire, beaucoup fait de bien durant la période de confinement. Moi, comme j'ai le sentiment, sans doute comme la plupart d'entre vous, qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons dû se résoudre à faire et à être durant la période de confinement qui sans doute continueront encore, eh bien, je vais continuer, en tout cas tant que ça fait du bien, tant que j'ai des retours, à produire ça, peu importe le nombre finalement des gens qui regardent. Voilà, disclaimer terminé, parenthèse fermée. On va pouvoir passer alors du coup à vraiment des suggestions de lecture un peu différentes de la fois dernière, étant donné que la fois dernière, très naturellement, je vous ai proposé les lectures les plus fraîches, celles qui avaient laissé des souvenirs plus proches possibles de la personne que je suis aujourd'hui. Là, pour moi, il s'agissait un petit peu de remonter le temps pour pouvoir vous proposer d'autres suggestions de lecture. Et donc, comme j'ai pas relu en si peu de temps tous les livres que je m'apprête à vous présenter maintenant, il est tout à fait possible qu'après relecture aujourd'hui, j'en penserai autre chose. C'est peut-être même à souhaiter. Bref, on va quand même y aller. Hein. Donc, je commence par finalement une lecture assez récente. Ancienne, récente, quelque chose qui m'a suivi absolument toute mon existence. C'est donc la lecture des contes d'Émile et une nuit. Alors c'est pareil, ça va arriver un certain nombre de fois, mais les livres que je vous présente sont rarement les livres que je vous conseille, je veux dire la couverture, etc. Parce qu'en général, les livres qui m'ont beaucoup touchée,
Je les donne ou je les prête, donc je les ai pas tous ici, mais j'en parle quoi. Comme la fois dernière, la possibilité du Nil, voilà, je l'avais pas parce que je l'ai prêté à quelqu'un qui m'est cher. Si tu passes par là, bien sûr. Donc là, c'est une retranscription par Michel Laporte que j'ai lu. J'ai l'impression que c'est très très irrigué par une idéologie, des croyances, du dogme. Et donc, moi, ça m'écarte toujours de ce que peut raconter éventuellement une histoire. Chez d'autres, peut-être, c'est pas un obstacle. Chez moi, immédiatement, j'ai l'impression qu'il faut enlever les cailloux qui manquent. Bon, et alors, du coup, la lecture de retranscription des Mille et une nuits que j'ai faite l'année dernière pour la nuit de la lecture, où j'ai fait un marathon de 2h30, 3 heures, ce qui est inouï dans l'histoire, enfin, dans un parcours de comédien-comédienne, c'est rare qu'on nous propose ce genre de choses. En tout cas, moi, c'était la première fois que j'avais l'occasion de faire ça. Et c'est le bonheur, quoi. On te dit en gros, on a besoin que tu lises 3 heures. Enfin, moi, si je pouvais faire ça tous les mois, je sais même pas le gain d'ailleurs que j'obtiendrais par là, mais ouais, c'est quelque chose. Et c'était quelque chose. Sans compter que là, en plus, on m'appelait pour les Mille et une nuits, pour lire les histoires des Mille et une nuits que j'aurais choisies, voilà. Donc, en essayant de faire mon choix, ça devenait très compliqué. Évidemment, c'est impossible de tout lire, donc comment bien choisir quand on peut pas tout lire? Donc j'ai commencé par le commencement et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'histoire de Scheherazade parce qu'on m'en avait dit pas mal de choses et puis moi j'ai vraiment, littéralement, été bercée par les contes des Mille et une nuits et par différentes interprétations. Et donc ça a éclairci quelque chose pour moi, donc je le fais très vite. On est dans un royaume des Sassanides, il y a 2 fils qui peuvent éventuellement hériter du royaume. C'est l'aîné qui en a l'héritage, on va dire, quasi intégral, et qui par amour pour son frère Shahzenan, donc Shahryar étant l'aîné, pour l'amour qu'il a pour Shahzenan, va le conduire à lui céder une partie de son royaume. Tous les deux vont se marier par amour et ils vont être tous les deux trompés par leur femme à des temps, enfin ça on ne sait pas, mais voilà, ils vont être tous les deux trompés par leur femme et donc à partir de là, que faire? Et donc il faut, en tout cas, Scheherazade considère qu'il est temps de raconter des histoires. Il est temps. Voilà. Donc, je vous enjoins vraiment à lire ces premières histoires qui nous amènent à comprendre comment le personnage de Scheherazade est né. Pourquoi même? C'est un des rares moments dans la littérature où il est peut-être bon de se poser la question du pourquoi. Voilà. Et au passage, chez Galland, on a quelque chose qui, pour moi, parle très bien de la culture turque, arabe, orientale, au sens le plus large, parce que aujourd'hui, on parle souvent, majoritairement très très mal de cette culture. C'est presque... Bon, il faut le dire, c'est inquiétant. Moi, j'avais reçu et retenu une grande sensualité dans la culture orientale, une très grande sensualité. Et là, chez Galland, on retrouve cette sensualité esthète, il faut le dire, et en même temps toujours un peu éclairée par le clair de lune imaginairement, je dirais. Et il y a dans les corps, dans la description qu'on fait des corps, des rencontres des gens, toujours cette vague et des flux
qui passe entre les gens qui sont absolument, oui, sensuels. Donc, voilà, bonne découverte. si vous avez envie. Et puis il faut pas, on n'a pas besoin de tout lire, hein, c'est comme Proust, on n'a pas besoin de tout lire. On fait ce qu'on veut, quoi. Bon, là, j'avais envie de parler un peu de Duras, et là, j'ai le même problème. Alors, j'espère que je me trompe pas dans le titre, mais il semble que le bouquin que j'ai le plus aimé de Duras au moment où je faisais des recherches sur elle pour le travail, sans quoi je pense que j'y serais pas allée d'ailleurs. Ces interviews m'avaient pas laissé une bonne impression. Et j'aime bien, moi, les interviews d'auteurs. Et là, je m'étais dit, oh là là, non, je ne veux pas le vers elle. Et puis, bon, voilà, j'ai travaillé sur certaines de ses œuvres. Et j'avais lu à l'époque tout un tas de bouquins. Mais ceux qui m'ont vraiment fait du bien, c'est Le Vice-Consul. Parce que j'étais en pleine traversée du désert, donc voilà. Et La pluie d'été, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, il faut vérifier. Parce que j'ai pas revérifié avant. Bon. La pluie d'été, avec le personnage d'Ernesto qui m'avait... Là, je vous présente l'amant que vous devez connaître, voilà. Donc ça, c'est le premier bouquin que j'avais lu très jeune, que je trouve bien, hein, mais enfin, ça m'a pas changé, quoi. Alors que La pluie d'été, ouais, ça a été vraiment quelque chose de marquant pour moi. Notamment cette scène qui arrive en plein milieu du bouquin, où on a la maman d'Ernesto. Donc là, il s'agit d'enfants, et on fait la description d'enfants qui n'ont pas accès en fait à l'éducation de la façon dont on nous la présente comme ordinaire, et qui sont pleins d'une espèce d'intelligence qui serait de l'ordre de la fulgurance ou de l'intuition, et pas par la culture nécessairement. Parce que parfois, culture et intelligence ne font pas forcément toujours bon ménage. Bref, on a cet enfant, et Ernesto est plus mis en avant que les autres enfants parce qu'il aurait quelque chose comme ça de... Bon, je vous laisse découvrir. Et sa mère donc lui dit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Pourquoi t'as l'air fâché, quoi? Pourquoi t'as l'air pas bien? Et il répond, parce qu'aujourd'hui, je suis en colère contre Dieu. Alors qu'avant, rien ne présage qu'il ait cette... et d'ailleurs, rien ne dit du tout qu'il a un rapport au monde avec cet espoir d'une vie après la mort, du tout. Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce moment d'intervention d'Ernesto, en plus qui finit la conversation comme ça, il la commence et la termine par cette phrase, « Je suis en colère contre Dieu ». Ça dit... À ce moment-là, il dit quelque chose de nouveau, vraiment. Bon, magnifique. Là, il y a un an, une personne qui m'est... D'ailleurs, oui, c'est la même personne. Bon, qui voulait entendre parler de philosophie. Elle avait déjà des outils en philosophie, mais elle me demandait, voilà, ce qui semblait pour moi important. Et moi, je disais, en tout cas, ce qui m'a... Que moi j'avais été heureuse d'entrer avec douceur dans la philosophie, que la tendresse pour moi était nécessaire pour parcourir après toutes les philosophies de nature, de fond ou de forme différentes. Et je m'étais souvenue à ce moment-là qu'en effet, avec Montaigne, il y avait eu aussi cette rencontre avec Sénèque sur le bouquin sur la brièveté de la vie, parce que ça a eu un effet, enfin moi ça m'a mis en mouvement immédiatement, et en mouvement vers des choses oui, ça a installé de la puissance d'agir chez moi. Et, enfin, j'ai su après que c'était ça. Et du coup, ça m'a donné envie de fouiller la philosophie. Ce qui est vachement bien, non? Donc voilà, je vous le conseille sur la brièveté de la vie. Mise en mouvement immédiate chez moi. Autre chose, la fois dernière, j'ai parlé d'un bouquin de Freud. En fait, je voulais vous parler de celui-ci. Les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits à la psychanalyse, notamment aujourd'hui, hein, c'est dans l'air du temps. Alors, j'entends, et vraiment, je vais répéter, j'entends
Vraiment, vraiment. Et c'est pas que l'idée d'être iconoclaste, de vouloir comme ça, oui, comme c'est très à la mode aujourd'hui, finalement de dire on va tuer tous les pères de la pensée, et puis regardez-moi, je suis neuf, je suis nouveau, je sais des choses qu'ils ne pouvaient pas envisager. Ça, c'est d'une vulgarité. Je veux dire, on a besoin des penseurs d'hier pour penser aujourd'hui, soyons quand même un peu reconnaissants. Mais voilà, donc quand même, je trouve que la lecture de ce bouquin permet finalement aux gens de savoir s'ils veulent en savoir plus sur la psychanalyse. Parce que oui, il y a des personnes chez qui ça n'aura pas forcément fait du bien. Bon, là, vous avez un moyen de ne pas entrer dans un abord souffreteux, tout en abordant des concepts quasi fondamentaux. Et voilà, après ça, peut-être vous aurez une idée assez claire, à savoir est-ce que je continue l'aventure de découverte des théories psychanalytiques, qui restent des théories. De l'autre côté, on va dans des choses un peu plus sinueuses, et aussi des questions que j'ai envie de vous poser. Si vous avez envie de me répondre, hein, ça peut être... bref, là d'abord, j'avais envie de dire et de rappeler, parce que je n'avais pas fait la fois dernière, que la poésie, quand on n'est pas grand lecteur, comme moi par exemple, oui, j'ai déjà dit la fois dernière, je ne me sens pas obligée d'avoir une lecture soutenue, etc. Pas du tout. Là, voilà, la poésie, moi, quand j'ai envie d'être un peu hantée par les mots, parce que j'ai bien plus d'amour pour les mots que d'amour pour la lecture, je me nourris de quelques phrases, des morceaux de poésie ou des poésies entières, voilà, qui vont m'accompagner durant ma journée. Et ouais, c'est de l'épice pour moi, ça épice la cuisine, la recette complète que sera ma journée. Donc, Philippe Léotard, Portrait de l'artiste au nez rouge. Je voulais vous lire certaines poésies, mais sinon ça risque d'être un peu long. C'est, je dirais, humain, chaleureux, plein d'espoir et d'envie de réveiller ce qui fait de nous des êtres vulnérables. Moi, je ne crois pas que les émotions humaines nous rendent vulnérables. Et je ne crois pas non plus que le règne de la rationalité nous permettra enfin d'être en lien le plus large possible avec les lois du monde, tout ça. Non. Non. Là, il y a quand même, pour moi, il y a quand même un excès d'envie de câliner les gens, quoi. Voilà. Donc je dirais pour les gens très tactiles et qui sont dans cette nature, c'est super. Portrait de l'artiste au nez rouge. Voilà. Par Philippe Léotard. Et là, bon, je vous présenterai un mot, mais c'était juste un petit rappel, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup entendu parler de Baudelaire. Quand j'ai découvert, en fait, parce que tout le monde m'a parlé de Booktube, cette espèce de nouveau continent de commentaires et de conseils et d'opinions sur les lectures. Alors moi, j'ai pas une bonne opinion sur les opinions. Tu vois le problème. Donc voilà, et je me suis rendu compte que Baudelaire était souvent cité. C'est bien, c'est bien. Et Rimbaud quand même, les gars, Rimbaud quoi. Magnifique. Là c'est le bateau ivre. Alors, on rentre un peu dans le théâtre et je vous le dis d'emblée pour ceux qui voudraient éventuellement, je ne peux pas parler beaucoup de théâtre pour des raisons absolument affectives, c'est-à-dire que j'en ai trop mangé. J'ai ingurgité une bonne partie du... enfin, mais beaucoup de théâtre à une période de ma vie pour des raisons voilà, de formation professionnelle et cordonnier mal chaussé et vérifié. Hein, parce que là, l'éloignement entre moi et les salles de spectacle me guette, ça me guette. Et donc pour tenter de garder ce qui me reste de lien entre moi et le théâtre que j'aime
Mais c'est pareil, à chaque fois que j'aime moi énormément, j'ai de grandes difficultés à beaucoup consommer. Et donc je lis très peu de théâtre, voire plus du tout en ce moment. Mais quand même, là je voulais vous parler de deux choses que je trouve d'une très grande... Ouais, déjà, ils ont tous les deux ils sont uniques dans leur rapport à l'écriture. Jean Genet, Elle est bonne. Une pièce que j'ai tournée sur 4 saisons, étalée sur une petite dizaine d'années. C'est un bouquin, un texte que je connais par cœur parce que, bah, évidemment... bon, déjà parce que, il faut bien le dire, l'écriture de Jean Genet, c'est... il y a quelque chose qui... Bah, il a activé quelque chose de l'ADN chez lui. Enfin, on a l'impression que c'est l'évidence de tout ce qui doit ou pourrait contenir l'essence même de la littérature tombe comme une évidence sur le papier quand il s'agit de Jean Genet. Et c'est ce qui fait notamment que je n'ai jamais appris mon texte pour les bonnes. Jamais. Jamais. Le simple fait de répéter suffisait à apprendre le texte et aussi donc le texte de mes partenaires. Donc c'est le seul bouquin au monde que je connais quasi par cœur. Magnifique. Donc oui, si quand même, je vais vous lire un petit passage, ça fait pas de mal quand même une fois de temps en temps. Donc là c'est une conversation entre Claire et Solange. D'ailleurs ça va me permettre de glisser sur autre chose après. Donc Claire, puisque tu es si habile, il fallait réussir ton affaire avec madame, mais tu as eu peur. L'air était parfumé, le lit tiède, c'était madame. Il ne nous reste plus qu'à continuer cette vie, reprendre le jeu. Solange. Le jeu est dangereux. Je suis sûre que nous avons laissé des traces. Par ta faute, nous en laissons chaque fois. Je vois une foule de traces que je ne pourrai jamais effacer. Et elle se promène au milieu de cela qu'elle apprivoise. Elle le déchiffre. Elle pose le bout de son pied nu sur nos traces. L'une après l'autre, elle nous découvre. Par ta faute, madame se moque de nous. Madame sera tout. Elle n'a qu'à sonner pour être servie. Elle saura que nous mettions ses robes, que nous volions ses gestes, que nous embobignions son amant de nos simagrées. Tout va parler, Claire. Tout nous accusera. Les rideaux marqués par tes épaules, les miroirs par mon visage, la lumière qui avait l'habitude de nos folies. La lumière va tout avouer. Par ta maladresse, tout est perdu, Claire. Tout est perdu car tu n'as pas eu la force pour Solange, pour Claire, la tuer. Je me souviens que quand j'avais joué pour les premières fois cette pièce, bon, ça suscite toujours des réactions absolument... Enfin, les gens sont traumatisés après. Je m'étais dit, bon, moi j'arrêterai de jouer les bonnes de Jean Genet quand ça arrêtera d'être nécessaire. Et en fait, bon, je me suis ravisée parce que, en fait, c'est pas possible. Ce sera malheureusement, et d'ailleurs, c'est triste, mais je pense que le monde continuera à inventer les bonnes. Et alors oui, vous allez me dire, mais c'est étrange, il s'agit de bonnes, qu'est-ce qu'elle parle bien, ça n'arrive pas. À quoi Jean Genet répondait, moi je prétends, et j'adore cette phrase, qu'elle parlait comme ça certains soirs. Alors du coup ça me permet, je vais quand même voilà, vous présenter une autre pièce de théâtre que j'ai adorée. J'étais dans ma maison j'attendais que la pluie vienne, c'était une pièce que je voulais monter par Jean-Luc Lagarce. J'ai pas eu le temps. Bref. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Lagarce avec le dernier film de Dolan, Xavier Dolan, ce réalisateur d'origine canadienne, québécoise, et Juste à la fin du monde, avec une tête d'affiche d'ailleurs. Voilà. Donc moi j'ai trouvé le film bien. Enfin, j'ai aimé le film, j'ai passé un bon moment, déjà parce que j'aime ce réalisateur, j'aime pas tous ces films, vraiment, parce qu'ils sont très très différents, mais je salue ça,
Le fait que le fond et la forme soient si différents à chaque fois, je suis vraiment bravo. Mais j'ai eu, bah voilà, on a le droit d'avoir des préférés. Et moi, j'ai préféré Laurence Anyway qui m'a bouleversée. Mais là, dans le film, je n'y ai pas vu la garce. Je n'ai pas vu la garce. J'ai pas entendu l'écriture de la garce. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que j'ai vu la garce, parce que je connaissais l'histoire, c'est autobiographique. Tout le temps, je crois, chez la garce. J'ai pas lu tout la garce, mais il me semble que c'est à chaque fois autobiographique. Je vais pas vous faire le pitch, parce que sinon je vous raconte le livre. Mais disons que j'ai vu la garce dans le film au moment où il n'y avait pas de mots. Ce qui est, je trouve, assez dommage. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Lagarce a vraiment proposé une façon de s'affranchir d'une partie, un petit peu, pas toujours, de la ponctuation, pour créer, je trouve, moi, une forme d'agitation. Et c'est écrit pour les acteurs, quoi. Et il y a des acteurs qui ont dit, et peut-être parce qu'ils l'ont joué comme ça, du coup c'est devenu leur rapport à cette façon d'écrire, qui ont dit en fait que ça faisait émerger un genre de naturalisme. Moi c'est pas comme ça que j'ai aimé le découvrir, je l'ai vu plusieurs fois dans des pièces de théâtre, et une fois ça m'a beaucoup plu, parce que précisément on n'était pas dans ce naturalisme-là, on n'avait pas essayé de générer ça à partir de la proposition déstructurée d'écriture de Lagarce. Ça avait fait émerger, eux, ils avaient décidé de le proposer comme une espèce de phrase non finie, d'espèce de bizarrerie, de dissonance dans le fait de s'arrêter là, et pourquoi on s'arrête là. Et ça m'avait plu, parce qu'en effet, du coup, on était dans une parole nouvelle. Voilà, et moi, c'est pour ça que je suggère cette lecture. Voilà. Donc on a fini vers le théâtre. Je vous ai parlé donc des bonnes. Les bonnes, à une période, en fait, au moment où au Mans, les Sœurs Papin, c'est vraiment un fait divers qui a bouleversé la politique, la philosophie, les rapports sociaux de l'époque. Hein. Ça a été très important cette histoire-là. Jean Genet écrivait pour le magazine Détective. Et donc il avait entendu parler de cette histoire, et lui, après avoir écrit, peut-être même pendant qu'il écrivait cette pièce de théâtre, il s'est défendu un certain nombre de fois sur le fait que ça ne parlait pas de l'histoire des Sœurs Papin, ni de Christine, ni de Léa, ni rien. Alors, je vais vous dire 2 fois la même phrase, et je vais vous la dire différemment, parce que c'est un petit coquin. C'est un coquin celui-là. Juste pour vous expliquer, c'est le gars, alors il faudrait vérifier cette information, mais j'ai entendu et j'ai lu une fois que le gars aurait inventé le vol de sa tombe. Et c'est un gars qui a aussi volé un certain nombre de fois pour se retrouver en prison pour pouvoir écrire tranquillement. Jean Genet... Bon, moi je dirais que c'est le seul punk qui m'a été donné de lire. Donc Jean Genet, il s'est défendu d'avoir écrit ça, et donc je vais vous dire en 2 phrases, je dirais non, en effet, c'est possible qu'il n'ait pas écrit ça. Et en même temps, il a écrit sur cette histoire. Et je vais vous le dire autrement. Non, c'est vrai. Il n'a pas écrit ça. Par contre, il a écrit sur cette histoire. Voilà ce que je dirais. Et donc, comme nous, on intervenait dans les lycées, dans des théâtres, dans des MPT, où après représentation, il y avait soit des débats, soit ça pouvait aussi jalonner une année entière avec des professeurs, etc. On est rentré vraiment dans un contact avec les professeurs qui enseignaient et puis qui proposaient cette lecture aux élèves de lycée. Et donc moi, je suis rentrée dans les archives de la médiathèque du Mans, j'ai découvert pas mal de choses sur le fait divers, il fallait évidemment que je me documente. Et donc je suis tombée sur cette recherche très fouillée de Paulette Houdier, journaliste sartoise, qui est morte d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça,
et qui a écrit le bouquin Le diable dans la peau. Le diable dans la peau. Et comme bon, le titre a déplu à un certain nombre de personnes qui ont fait parler d'elle, pour parler du livre de quelqu'un d'autre, enfin, c'est formidable, et qui ont obtenu le changement du titre. Donc ça ne s'appelle plus officiellement Le diable dans la peau, c'est écrit en tout petit en bas, en blanc, comme ça. Et puis en jaune détective, il y a donc l'affaire des sœurs Papin. Et moi, j'aurais préféré en réalité que ça s'appelle pas l'affaire des sœurs Papin, parce que en fait, ça a été un moment de repos pour moi au moment où j'ai découvert cette histoire sordide. Hein. Les gars, si vous n'avez pas envie de... C'est sordide, l'histoire des sœurs Papin, c'est sordide, donc vous n'avez peut-être pas besoin de ça en ce moment, vérifiez. Mais si vous le désirez, alors là c'est autre chose. Bon bah voilà, ça vous met en vie, moi tant mieux. Ah, c'est marrant, je suis en train de lire la 4e de couverture par André Billy. Il y a ce commentaire, un des romans judiciaires les plus extraordinaires qu'on ait lu. Je suis d'accord. C'est-à-dire que je suis rentrée dans ce bouquin, et puis à un moment donné, j'ai arrêté de penser à l'histoire des sœurs Papin, mais complètement. Et parce qu'il fallait, hein, c'est extrêmement romancé, donc je voulais pas faire entrer des idées fausses dans ma tête à propos de ce fait divers. Donc j'ai décidé qu'il ne s'agissait plus de ça. Pourquoi ? Parce que l'écriture elle est vraiment presque écrite pour des acteurs. Et puis c'est drôle, il y a une façon de savoir écrire le parler tout en étant absolument... elle fait émerger des émotions de manière très poignante, quoi. On est tout de suite en contact avec l'état dans lequel elle est, ou elle était, ou elle voudrait qu'on soit au moment où on lit, quoi. Et là, pareil, je vais vous lire un petit passage. À la première occasion, Madame chuchotera à ses amis. Je ferme les yeux sur beaucoup de choses parce que cette fille adore les enfants. Mais elle les adore. Elle ne les adorerait pas plus davantage si c'était les siens. De son côté, monsieur dira « Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, mais nos domestiques nous sont très attachés. » Christine sourit en enfilant son aiguille. Est-ce drôle ? Les patrons veulent à toute force que le personnel les aime. Mais non, on ne les aime pas. Oh, on ne les déteste pas non plus. Enfin, pas automatiquement. Quand ils ne sont pas méchants, quand ils n'abusent pas, pourquoi les détesteront nous? Non. Toutefois, même s'ils sont bons, eh ben, on ne les aime pas. Pour dire aimer, aimer vraiment, non. Ce sont des patrons, quoi. Comment expliquer ça? Apparemment, il n'y a pas d'explication. Les patrons trouvent cela injuste. Et oui, dans une certaine mesure, ça l'est. Mais pourtant, si, il y a une explication. Christine y réfléchit souvent et... Oui, il y a une explication. C'est le fait d'être payé en échange de services qui ne devraient se rendre que par amour. Des services qui ne sont pas achetables. Se trouver mêlé d'un coup à la vie secrète des gens totalement étrangers, aider madame à s'habiller, laver son linge le plus intime, repasser les slips de monsieur, n'est-ce pas indécent? N'y a-t-il pas là, pour le domestique, un espèce de viol? L'amour sanctifie tout. En son nom, il n'est plus de vile ni d'humiliante besogne. Mais sans lui, l'argent peut acheter les gestes, pas l'âme. Et tout est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est une lecture que je vous propose. Mais je pense qu'il faut peut-être s'éloigner de cette histoire, parce qu'en plus, nous, enfin, je sais pas quel rapport les Manceaux ont avec cette histoire. Personne ne m'a vraiment parlé de ça, moi, étrangement, dans les débats. Allez, on passe au dernier bouquin. Alors, donc, c'est les bouquins dont je vous ai parlé la fois dernière et que j'ai continué donc à lire. En fait, ils vont un peu ensemble pour moi en ce moment. Je suis heureusement prise en sandwich entre ces deux
lecture parce que fragment d'un discours amoureux. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'endroits où j'ai annoté. Alors moi, ma façon d'annoter, hein, c'est d'abîmer le papier, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de les revendre derrière. Je les déplie et puis je le dis, et puis ça dérange pas d'ailleurs les libraires qui me les reprennent. Bref, c'est en général parce que je vais y revenir, etc. Donc il se passe quelque chose avec Roland Barthes. Je ne sais pas encore si je vais en tirer des bénéfices ou de l'amertume. Très franchement, je ne sais pas encore. Parce que j'en suis arrivée à un point, j'ai fait quelque chose d'absolument nouveau. Ça m'était déjà arrivé hein, d'être vraiment très... de me sentir suffisamment agressée par le livre pour carrément le jeter. Il y a un livre dont je vous parlerai peut-être un jour, mais que j'ai jeté d'agacement. Un vrai, tu vois, c'est pas genre oh non, je suis un peu agacée. Non, non. Là, ça m'a pas créé ça, mais j'ai raturé certaines des pages pour littéralement faire des reproches à Roland. Et là, je me suis dit, ça devient nerveux. Oui, voilà, c'est ça. Cette lecture me rend nerveuse. Et donc, j'ai eu envie d'aller chercher. Là, c'est le moment, parce que je connaissais pas Roland Barthes. En général, j'aime bien regarder des vidéos, des conférences, entendre des audios sur les auteurs, voilà. Et donc, je suis allée voir sa petite trogne et tout, parce que j'aime bien aussi regarder le regard, entendre la voix. Et je suis tombée sur quelque chose qui pourrait, in fine, nous réconcilier. Bon, lui, on n'a pas besoin, mais moi, peut-être un peu quand même. Quand il parle de l'amour, et qu'il dit cette chose avec laquelle je suis parfaitement d'accord, mais vraiment, et je me suis d'ailleurs vraiment égosillée, évertuée à dire, ça fait un moment que je dis ça à mon entourage, quand on parle d'amour avec des gens, etc. Enfin, quand je parle d'amour avec des gens, il dit en fait, voilà, il y a une espèce de dépréciation du sentiment amoureux et on fait souvent de lui quelque chose de ridicule ou dont il faudrait se défaire pour pas se retrouver dans un état comme ça, gnangnan, vulnérable et faible. Et l'amour est considéré comme l'expression d'une faiblesse. Et je suis d'accord avec lui, non seulement, là c'est pour moi que je vais parler, moi je trouve ça totalement faux, c'est-à-dire qu'à mes yeux, il n'y a absolument rien de plus courageux qu'aimer, parce que c'est conséquent, parce que c'est efficient, parce que ça va produire dans le réel des choses qu'il va falloir assumer. On demande de l'amour et on demande à aimer. C'est une décision, qu'on le veuille ou non, qui aura des conséquences qu'il faudra assumer. Et il dit, lui, que, en tout cas à son époque, c'était peut-être le cas. Bah non, parce que. Bon, il dit que il n'y a que la culture populaire. Déjà, pourquoi tu dis ça? Bon. Qu'il n'y a que la culture populaire qui offre finalement un réconfort à l'amoureux, à celui qui vit le chagrin d'amour, etc. Moi, je connais des lectures qui existaient à son époque qui, selon moi, se sont réellement occupées de l'importance qu'il y avait à penser l'amour et à accompagner l'amoureuse, l'amoureux. Donc, bon, déjà, un point de désaccord. Et puis, surtout, à partir de ce constat que je fais avec lui, hein, vraiment, là, je le suis sur ce plan-là, eh bien, proposer fragment d'un discours amoureux qui se veut, à mon avis, hein, réflexif, c'est-à-dire à distance, comme ça, et en même temps dans une compassion, ce qui est, à mon avis, pas compatible, pour la réflexibilité, d'ailleurs, et la façon dont les universitaires tentent de faire ça et comment ils y sont amenés systématiquement comme ça à prendre de la distance, de la distance, de la distance. Il y a, je vous enjoins à aller lire ou tout simplement écouter d'ailleurs Pierre Bourdieu sur le sujet. Il y a un super reportage de Pierre Carle sur Pierre Bourdieu sur internet qui s'appelle La sociologie est un sport de combat.
et qui parle voilà, de cette manie, finalement, enfin, moi c'est ce que j'en ai retenu en partie, puis là je fais un lien avec ça, donc il y a d'autres choses à dire sur le sujet, mais voilà, que en fait quand on tombe dans le bain social de l'université et d'incarner l'universitaire, on devient un peu bon, cuistre, vous irez chercher, c'est pas un mot qu'on emploie souvent, mais c'est le mot qui désigne ce qui m'écœure le plus en fait dans ces milieux-là, c'est-à-dire cette espèce de devoir permanent qui nous empêche de faire autre chose en plus de tout, de prouver qu'on connaît des mots, et en plus de tout, voilà, d'être dans cette espèce de distance qui, à mon avis, n'aide pas à mieux comprendre. C'est d'ailleurs pour ça, la fois dernière, que je disais que j'avais envie de parler avec des gens qui lisent l'éthique, parce que c'est souvent ce que l'on reproche à Spinoza. C'est finalement une absence totale de rapport aux émotions, à la passion. J'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce que c'est écrit comme ça dans l'éthique de Spinoza notamment. Bon, alors moi voilà, je suis toujours dans ce ressenti oui, j'en retiens de la froideur essentiellement, et je vais vous lire un passage où en fait vous allez peut-être voir à ma tronche pourquoi est-ce que ça se passe pas très bien. Donc ça s'appelle, pardon, Habit bleu et gilet jaune. En vue d'un rendez-vous qui m'exalte, je fais soigneusement ma toilette. Ce mot n'a pas que des sens gracieux, sans parler de l'usage scatologique. Il désigne aussi les apprêts auxquels on soumet le condamné à mort avant de le conduire à l'échafaud. Ou encore la membrane graisseuse claire dont on se sert dans la boucherie et la charcuterie pour couvrir certaines pièces. C'est comme si, au bout de toute toilette, inscrit dans l'excitation qu'elle suscite, il y avait toujours le corps tué, embaumé, vernissé, enjolivé, à la façon d'une victime. En m'habillant, je pars ce qui, du désir, va être raté. Alors, j'aimerais bien, voilà, si effectivement cette lecture vous a fait du bien, vraiment, j'ai envie de converser. C'est une vraie envie, hein, c'est pas pour démonter les gens et tout, parce que ça m'a du coup, je vais vous renvoyer à une série télé Sherlock anglaise que j'ai adorée. Je compte plus les fois où je l'ai vue. Et donc, ce moment où Sherlock rencontre Irène Adler et on les voit tous les deux s'apprêter à se voir. Et dans ce moment qui ressemble effectivement à une cérémonie, lui s'affuble d'un habit de prêtre et il demande à Watson de lui cogner la tronche pour avoir du sang, pour avoir une excuse pour rentrer chez Irène Adler sans qu'elle devine qu'il est détective. Déjà ça, je trouve qu'il y a déjà un processus amoureux qui est mis en place. Et chez Irène Adler, alors même qu'elle sait que Sherlock, pas le détective ou le prêtre, arrive, elle le sait. Mais lui, c'est pas qu'elle sait, mais elle le sait. Sa gouvernante lui dit comment est-ce que tu vas l'accueillir, Sherlock? Et elle répond, tout en se laissant mettre du rouge à lèvres couleur sang sur les lèvres, je vais l'accueillir dans ma tenue de guerrière. Et elle lui répond, oh, il est chanceux ce gars-là. Et Sherlock arrive dans la pièce où elle a décidé de le recevoir et il est complètement hébété, sidéré, ce qui arrive très peu au personnage de Sherlock, tout du moins dans cette série. Il est sidéré parce qu'elle est nue. Alors oui, vous me direz, elle a des chaussures, elle s'est coiffée, elle est maquillée, donc elle est parée. Mais en ces cas-là, qu'est-ce qui n'est pas paré? Il reste si peu d'endroits
qui ne sont pas parés, costumés, habillés, déguisés. Alors, ça veut dire, et peut-être que c'est vrai, que nous vivons dans une très grande mascarade. C'est un peu déprimant. Moi, j'aime pas trop qu'on m'enlève ma puissance d'agir, alors c'est peut-être pour ça que ça devient nerveux et intéressant pour moi de lire fragments d'un discours amoureux. Voilà. Et alors, comme ça vient créer des entailles dans mon esprit, je me sers de ma biceptine actuelle, c'est-à-dire chaque fois que je lis un petit peu de Roland Barthes, j'arrive juste derrière avec Patrick Modiano et donc ce bouquin dont je vous ai parlé que j'étais en train de lire pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, que malheureusement je suis en train de finir. Alors là, quand même, il se passe quelque chose de nouveau et je me suis demandé si la fois dernière, le simple fait de vous avoir parlé de cette idée selon laquelle éventuellement il était en train, par l'écriture, il cherchait à faire émerger quelque chose dont il sait qu'il ne sait pas tout, enfin je sais pas. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il s'agit plus de moi que de Modiano. En fait, enfin moi en tant que lectrice, je veux dire, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, là j'ai des doutes continuels sur l'âge du personnage principal, alors qu'il dit son âge à un moment donné, et pour autant, les fois d'après, à chaque fois je suis là, non mais attendez, il y a un problème de logique, quel âge as-tu, quel âge tu as toi là, dont on me décrit l'existence. Et en plus de tout, j'ai vraiment le sentiment que je suis en train de rassembler quelques pièces du puzzle avec les livres que j'ai lus préalablement et que m'apparaît finalement l'histoire, ce qu'il s'est passé. Et si ma déduction est la bonne, moi en tout cas ça m'a plongé dans une très grande tristesse de l'envisager. Ce qui s'est passé est absolument terrifiant, terrible. Et du coup inavouable. Donc peut-être que Patrick sait, mais qu'il ne le dira pas. Et donc aussi ce qui est très différent par rapport au dernier que j'avais lu de lui, c'est qu'avant ça ouvrait des espaces qui étaient vastes, sensoriels, où je m'y voyais, quoi, au bord de mer, au restaurant, ne voyant qu'une partie de la population qui passe, etc. Et là, j'ai l'impression que je suis amenée à regarder ici, puis là, puis là, puis là, et que pour le coup, là où avant il était finalement passif dans la manière de traverser l'histoire, là il prend une part active et il devient détective de cette histoire. Ça y est, là, bon, il y est amené de force à se poser des questions, mais là, il y a une part active qui s'exprime. Et je suis contente d'emblée, alors je devrais peut-être pas, mais parce que de la connaissance que j'ai de la façon dont Patrick a de finir ses histoires, c'est qu'il nous fait son petit tour de magie et bim, le point final qui ne t'abandonne pas. A priori. Donc j'attends ça. Voilà, donc ça m'enchante, hein, ça m'enchante. Mais bon, cette façon différente de raconter les choses m'a quand même étonnée. Après, ça a été écrit en 2014. Hein. Les autres étaient vraiment très très antérieurs. C'était des bouquins qui dataient de plus de 15-20 ans, voire plus. Donc voilà, il a dû se passer quelques petites modifications. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette nouvelle vague de suggestions. Dites-moi encore si vous avez envie que ça se reproduise, etc. Et puis au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 mai au matin. Laissez-moi sortir, laissez-moi rentrer. Miam miam, ça va être la régalade. On verra hein, ce qui va se passer de tout ça, mais trouvons des moyens de nous faire des bisous à distance, de nous réconforter. Envoyez-moi aussi des choses, quoi. C'est ça que je veux dire par là, peut-être. Allez, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.